Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 187e épisode de Finances fondamentales. Avant de commencer la synthèse du livre de Brian Preston écrit en 2024 qui s'appelle Millionaire Mission, je voulais vous rappeler qu'il reste de la place. Donc dans les prochaines semaines, j'ai eu beaucoup de retours, merci pour les publicités sur le podcast. Donc il faut juste que je prenne le temps maintenant d'organiser tout ça. Donc très content, mais il reste encore de la place. Si jamais vous avez des services, un produit que vous souhaitez promouvoir sur le podcast, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir d'en parler. Vous allez soutenir en même temps l'éducation financière et 50% des profits vont à des organismes de charité. Et l'autre chose, c'est que je vais peut-être offrir aussi, en fait, j'en ai déjà fait des formations d'entreprise. Si jamais vous avez une entreprise et vous souhaitez éduquer financièrement vos employés, ça va me faire plaisir de prendre une heure sur l'heure du midi ou quoi que ce soit pour faire des formations. Donc, si vous êtes intéressé, juste m'écrire, je vais vous partager mes tarifs. Donc, pour le livre d'aujourd'hui, The Millionaire Mission de Brian Preston, ce livre-là présente un système en 9 étapes. Donc, il l'appelle le Financial Order of Operation, le FOO, F-O-O. Puis, ce système-là vise à nous enseigner clairement quoi faire avec nos prochains dollars. Donc, on réussit à mettre de l'argent de côté, qu'est-ce qu'on fait avec? Ça permet d'avoir un guide assez clair pour vrai, là, pour se concentrer à maximiser nos habitudes vers la liberté financière. C'est un des animateurs du Money Guys Show en anglais, un podcast, puis ils utilisent souvent ces étapes-là là, dans leurs épisodes. En gros, leur manière de faire à eux, c'est de privilégier 25% de taux d'épargne et le taux moyen aux États-Unis est à 8,86%, donc c'est pas assez pour se construire un avenir financier. Ils présentent ensuite un graphique dans le livre là, avec 10% de rendement estimé sur 20 ans qui diminue de 0,1% à chaque année pour arriver à 5,5% de rendement à 65 ans. Et ce qu'il veut montrer, c'est plus on part jeune, plus on profite des rendements composés. Euh, Ce que je trouve bien dans leur façon de faire, c'est qu'ils ont un rendement régressif dans leurs calculs. Donc, le résultat, ça donne quoi? Ben, si tu commences à 20 ans, tu mets 95$ par mois pour atteindre 1 million à 65 ans. Tu vas avoir mis 51 000 de capital, le reste, c'est tout du rendement. Si tu commences à 30 ans, ça va nécessiter 340 par mois et 143 000 d'argent qui sort de tes poches. 40 ans, si tu commences à 40 ans, c'est 1000$ par mois puis 316 000 qui va sortir de tes poches. Si tu commences à 50, c'est 3200 par mois et 568 qui va sortir de tes poches. Et si tu commences à 60, donc tu as juste 5 ans devant toi, c'est 14 000$ par mois et tu vas avoir mis 860 000 de capital. Il termine cette introduction-là avec 5 faits importants que tout futur millionnaire devrait connaître. 1. La plupart des gens n'ont pas d'éducation financière, même de base. Même si l'argent est universel et qu'on en a besoin pour se loger et se vêtir, il y a peu de personnes qui ont assez d'éducation financière pour faire des choix éclairés. 2. Toutes les personnes qui travaillent en finance ont un conflit d'intérêts. Et ça vient d'un planif. Donc, Brian Preston est planificateur financier. 3. Les médias se préoccupent de vos yeux et vos oreilles, pas de votre portefeuille. Ce qu'il dit, c'est If it bleeds, it leads. Donc souvent, c'est juste les mauvaises nouvelles qu'on voit dans les médias. 4. Il n'y a jamais eu de meilleur moment dans l'histoire pour maximiser son patrimoine et vivre confortablement en même temps. Écoutez pas ceux qui vous disent le contraire. Le pessimisme est toujours plus attirant, mais ignorez-le. Et 5e fait important pour tout futur millionnaire, tu as besoin d'une roadmap, d'un plan, et ce livre-là va t'en donner un selon l'auteur. Donc, le premier élément de synthèse, c'est les règles de base. Avant de connaître les 9 étapes de son plan, il faut s'assurer de respecter certaines règles de base, sinon on ne pourra pas réussir à bien naviguer là, dans son plan, le FOO, le FOO. Il dit de développer un mindset de financial mutant, donc de mutant financier, là, donc de ne pas se laisser distraire par ce que les autres font. Par exemple, de ne pas dépenser au même rythme que nos revenus augmentent, d'avoir un char neuf, etc. Donc, première règle, la générosité ne se restreint pas à une ou l'autre des étapes du fou. Elle est partout. Donc, redonner à des organismes de charité, c'est fondamental selon l'auteur. Si vous n'avez pas d'argent, donnez de votre temps, de vos compétences. On devrait tous faire partie de la solution et démarrer un cycle d'abondance. Deuxième règle, épargner 20 à 25% de son salaire brut. Si c'était facile, tout le monde le ferait. 3. Les dettes sont utiles,
dangereuse aussi en même temps, comme une scie à chaîne selon l'auteur. Ça peut être utile pour aller plus vite, une scie à chaîne, mais il y a plus de risques de te faire mal que si tu as une hache. Donc, n'oubliez pas, être riche, c'est mieux que de paraître riche. Et 4, gardez vos investissements simples et soyez patient. La marche vers la richesse est plus souvent qu'autrement une longue marche tranquille, mais on vise souvent les coups de circuit ou le sprint. Vous allez être récompensé si vous êtes discipliné et patient. Après ces 4 règles de base-là, il parlait des FNB indiciels. Il dit que c'est presque trop beau pour être vrai. Et là, je m'étais mis une petite note. Enfin, un planif qui ne tourne pas autour du pot dans un livre, qui ne fait pas semblant que les FNB ne sont pas excellents, puis qu'il y a plein de fonds actifs qui peuvent les battre. Il dit, les FNB, c'est trop beau pour être vrai. C'est presque trop beau pour être vrai. En fait, il dit que c'est des produits incroyables. Donc, il dit que ça a des frais de gestion bas, 10 fois plus bas que des fonds actifs, et les rendements battent 80 des professionnels en cravate, c'est son chiffre à lui. Il dit que vous allez vous sauver bien du trouble en choisissant des FNB seul ou avec un professionnel. Il compare les FNB à la pêche. Si pour toi, pêcher est essentiel pour nourrir ta famille, tu vas pêcher avec le plus gros filet possible pour t'assurer d'attraper du poisson. Il dit de laisser les belles histoires de pêche aux autres. Tu vas impressionner personne avec ta technique de prendre un filet, mais tu vas assurément atteindre ton but d'attraper des poissons. Il continue avec 2 autres règles. La 5e, c'est soyez sage dans vos décisions concernant le logement et l'achat d'une maison. Et 6, tu as seulement une vie, profites-en. Il dit qu'il parle d'argent dans le livre, mais il ne faut pas perdre de vue dans la vue d'ensemble là, qui est de traverser, de ne pas traverser la ligne, en fait, où l'argent devient obsessif, là. Il dit d'être optimiste, ça va créer des opportunités, que vos pensées négatives et restrictives sont vos pires barrières. Donc, 80 des gens riches sont optimistes selon lui. Les victimes ne sont pas ceux qui vont rendre le futur plus beau. Il appelle ça les whiners, là, ceux qui chialent tout le temps. Un pessimiste condescendant peut avoir l'air brillant, mais à la fin, être optimiste va vous rendre non seulement plus riche, mais aussi beaucoup plus amusant à côtoyer. Je sais pas des fois si les chialeux s'entendent à toujours chialer. J'en ai déjà parlé dans 4-5 épisodes. Anyway, deuxième élément de synthèse, ce sont les 9 étapes financières proposées par l'auteur. Et je trouve ça vraiment intéressant comme proposition parce que ça nous dit, bon, j'ai de l'argent disponible, est-ce que l'étape 1 est faite? Ensuite, tu passes à la 2. Donc, ça nous donne des étapes assez claires, bien que ce soit américain. Première étape, c'est d'avoir les déductibles couverts pour vos assurances, tout en s'assurant d'être bien assuré. Donc, premièrement, bien sûr, avoir des bonnes assurances, mais ensuite, tu devrais toujours avoir quelque part l'argent nécessaire pour couvrir les déductibles là, de tes assurances. Donc, j'ai la franchise, excusez, j'avais juste le deductibles. Donc, la franchise de tes assurances, tu devrais toujours avoir ce montant minimum-là pour ne pas te mettre dans le trouble s'il arrive de quoi, même si tu as des assurances. Deuxième étape, s'assurer d'avoir la cotisation employeur maximale. Donc, si ton employeur cotise avec toi dans un fonds de pension ou un REER collectif, tu devrais maximiser cette cotisation-là. 34 des gens ne cotisent pas le maximum permis. Il dit qu'il n'y a personne qui passerait à côté d'un billet de 100 pièces qui traîne à terre, mais on crache sur des milliers de dollars avec, en fait, en ne cotisant pas avec notre employeur au maximum. Il y a un tableau intéressant dans le livre, j'essaie de vous le traduire le mieux possible à l'audio, là. Il dit que si un employeur cotise l'équivalent de 1 de ce que tu mets, tu vas sacrifier une demi-semaine de paye par année pour cotiser ce 1 %-là de ton côté, mais tu vas gagner 1,3 années de gain à la retraite. À 5 de cotisation comme moi, je perds 2 semaines et demie d'argent chaque année, mais je gagne 6,7 ans à la retraite. Donc, pour 2 semaines et demie par année, je gagne 6-7 ans de retraite. À 10 ben, tu perds 5 semaines de travail, mais tu gagnes 13, à peu près, là, un petit peu plus que 13 ans de retraite. Tout ça a été fait avec des estimations de 8 de rendement, 3 d'inflation pour 35 ans de cotisation. Est-ce que c'est facile de cotiser? Non, mais on a dit que c'était c'était simple, pas facile, réaliser ce plan-là. Donc, il faut être patient et discipliné aujourd'hui pour avoir un avenir qui est beaucoup plus intéressant. Troisième étape, rembourser les dettes à intérêt élevé comme les cartes de crédit. Donc, vous voyez, eux placent la cotisation employeur avant le remboursement des dettes à intérêt élevé. Il dit que le timing des gros achats est important. Donc, acheter une voiture de luxe à 73 000 à 25 ans versus à 61 ans. Donc, 61 ans, là, justement, l'auteur dit que c'est l'âge moyen pour l'achat des voitures de luxe. Il ne faut pas se leurrer avec TikTok que tout le monde a des voitures de luxe à 25 ans. Ce n'est pas le cas. Bref, si à 25 ans, l'actif net est de 60 000 donc ça, c'est le top 10 de ce groupe d'âge-là, avoir 60 000 d'actifs à 25 ans, actif net. Cet achat-là de 73 000 va représenter plus de 120 de ton actif net.
À 61 ans, pour un actif net de 2,6 millions, le top 10 dans ce groupe d'âge-là, c'est plutôt 3 de l'actif net pour la même voiture. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans le même game, là, mais on veut avoir tout de suite en oubliant le coût d'opportunité. Si le montant de 73 000 est investi à place à 25 ans, de 25 à 61 ans, bien avec 9,5 de rendement, c'est le rendement utilisé par les auteurs, on s'arrive à 3,2 millions. Donc, 3,2 millions si tu n'avais pas acheté la voiture à 73 000 à 25 ans. Ils ont une règle là, pour une voiture abordable, fiable et sécuritaire et financièrement responsable. C'est la règle du 23-8. Minimum 20 de cash à l'achat, payé au complet en 3 ans maximum et le paiement mensuel doit représenter moins de 8 de ton revenu mensuel. Donc, tu dois mettre 20 de mise de cash down. Tu dois avoir payé ton char en 3 ans maximum et le paiement mensuel ne doit pas représenter plus que 8 de l'argent qui rentre dans ton compte. C'est intéressant comme règle. Moi, je dirais juste de payer cash, mais je comprends que ce n'est pas possible pour tout le monde de faire ça. Cette règle-là assure donc un achat qui est raisonnable tout en étant un petit peu plus flexible que ma règle à moi de payer 100 cash. Et je l'avais lu, ce livre-là, puis je me disais, ah, ça va être intéressant. Et voilà une semaine, là, justement, je suis en char, ma blonde veut s'acheter une nouvelle voiture, puis elle n'a pas l'argent pour l'acheter cash au complet parce qu'elle veut une belle voiture neuve, probablement. Et je m'étais dit: «Hey, il me semble que j'avais lu une règle, mais je ne me rappelais plus c'était quoi». C'est celle-là, la règle du 23-8, donc c'est parfait, je la mets sur papier, puis je m'en rappelle pour, permettre à ma conjointe d'avoir une règle claire, mais qui va lui permettre d'acheter la voiture de son qui est à son goût, mais tout en restant financièrement responsable. Donc en gros, ils disent de ne pas essayer d'imiter les autres autour de vous avec l'achat de voitures ou de biens de consommation. Vous réalisez probablement maintenant que la moitié de ces personnes ne sont pas aussi, successful là, qu'ils semblent être avec leur belle voiture, parce que ça doit occuper une grosse partie de leur actif net. Quatrième étape, un coup que tu as tes franchises d'assurance, que tu cotises au maximum avec ton employeur puis tu as remboursé tes grosses dettes comme les cartes de crédit, ben il dit la quatrième étape, c'est d'avoir, comme on a dit souvent, un fonds d'urgence de 3 à 6 mois selon ta situation, qui est accessible rapidement avec du capital protégé. Il dit, je vous le cite en anglais là, à page 99, Cash is similar to the air you breathe. You take it for granted until underwater. Donc, l'argent, c'est comme l'air que tu respires. Tu la prends pour acquis jusqu'à temps que tu sois en dessous de l'eau. L'auteur dit un peu comme ma mère, là, la merde, ça tombe en tas, donc il faut être préparé parce que souvent un événement négatif arrive pas seul, il est suivi par d'autres, exemple perte d'emploi, blessure, dégâts d'eau, dépression. Et il dit de ne pas faire l'erreur comme lui, de croire qu'une marge hypothécaire, c'est un fonds d'urgence parce que tu es un financial mutant comme lui et que chaque dollar doit absolument travailler. Je l'ai appris aussi que c'était pas une bonne stratégie, mais lui l'a vraiment appris à la dure en 2008 quand il avait plus accès à cet argent-là, alors qu'il en avait besoin plus que jamais avec la crise financière. Il a dû fouiller dans ses placements qui avaient perdu 50 de valeur. Ne pas penser que de gros actifs placés vous protègent. Quand on a besoin d'argent, la bourse va rarement aller bien. Cash is king quand il y a des urgences. Je trouve intéressant ensuite, là, il dresse une liste pour savoir si vous devriez avoir 3 ou 6 mois de dépenses en fonds d'urgence. Donc, je partage un petit peu qu'est-ce que ça dit. Tu devrais avoir 3 mois d'urgence si tu es célibataire et que tu pourrais trouver une job au salaire similaire assez facilement si tu perds ta job ou ta quitte. B, si tu es marié et que vous avez 2 salaires comparables. Tu devrais avoir 6 mois si tu es célibataire avec un emploi très spécialisé qui est difficile à remplacer. Tu devrais avoir également 6 mois de fonds d'urgence si tu es marié, mais avec une seule des 2 personnes qui travaillent. Ou C, tu devrais avoir 6 mois de fonds d'urgence si tu as des besoins particuliers qui diminuent tes marges. Par exemple, si tu as des enfants autistes ou quoi que ce soit. Pour les retraités, il dit que c'est différent. Il va plutôt parler de 18 à 36 mois de dépenses pour faire face aux baisses boursières sans broncher. Je suis un peu d'accord avec ça. On a parlé un petit peu dans l'épisode 184-185 là, avec être 100% action avec un premier saut, là, lui qui serait un peu plus cash pour les mauvaises années en bourse. Donc, bref, il faut avoir des règles claires, mais lui, il dit que ça peut être intéressant d'avoir ce genre de saut-là là, pour couvrir des besoins de base. Cinquième étape, un coup que tu as ton fonds d'urgence, c'est remplir tous les comptes avantageux fiscalement. Donc, ici au Québec, c'est RE, CELI, REA, CELIAP. Sixième étape, euh, i- ici, là, il est moins comparable là, parce qu'en US, là, ça ne se compare pas mot pour mot, mais en gros, ça serait de maximiser le reste du REER collectif avec l'employeur. Donc, un coup que tous tes régimes avantageux fiscalement sont remplis, tu pourrais peut-être cotiser davantage au REER collectif avec l'employeur, la partie qui n'est pas cotisée par lui, là.
Donc, en gros, ici, à l'étape 6, il faut atteindre 25 d'épargne et investir dans tes comptes avantageux. Donc, 5 et 6 peuvent être combinés ici au Canada, là. Donc, si j'avais un ordre à faire, bien sûr, ça serait RE, CELIAP, CELI-REER, selon votre situation. Étape 7, donc un coup que tu as atteint 25 d'épargne, euh, donc tu es dans l'étape 5 et 6 avec les comptes avantageux fiscalement et que tu atteins 25. Donc moi, je suis à l'étape 7, j'épargne 25 de mon salaire et j'investis dans mes comptes avantageux fiscalement. Il dit qu'à l'étape 7, on continue à remplir nos comptes avantageux, puis on commence un compte non enregistré qui est quand même flexible à la retraite. Donc, bien sûr, moi, je ne vous dirais pas de commencer à remplir ce compte-là tant que votre CELI, REER, CELIAP, tout ça, c'est pas plein. Et à l'étape 7, on commence à réussir à épargner plus que 25 si on a commencé trop tard, donc après 25 ans. Il y a une citation de Jerry Rice, là. Aujourd'hui, je vais faire ce que les autres font pas parce que demain, je vais pouvoir faire ce que les autres peuvent pas. Si vous en arrivez à investir dans un compte non enregistré, assurez-vous que les actifs que vous mettez dans les différents comptes sont ceux qui sont les mieux utilisés. Donc, par exemple, dans un REER, tu vas peut-être avoir tes placements un peu plus conservateurs. Ce n'est pas dans ces placements-là que tu veux maximiser la croissance parce que ça va être taxé lorsque tu vas décaisser. Donc, si tu as une partie en obligation dans ton portefeuille, il pourrait être placé entièrement dans le REER, alors que le CELI, on va maximiser les titres à croissance. Donc, les rendements ne seront pas imposés. Et dans le non enregistré, ben, tu vas laisser tout ce qui est peut-être un peu plus cash, là, comme ton fonds d'urgence, peut-être tes franchises justement d'assurance, si le reste est tout plein. Si tu as encore de la place dans le CELI, tu peux avoir ton fonds d'urgence dans le CELI, assurément. Il parle beaucoup dans le livre de boiling point, là, donc de maximiser ses différents comptes comme ça. Il dit qu'on dépasse le boiling point, là. Ça veut dire qu'il y a une certaine complexité rendue là qui embarque et il y en a plusieurs qui ont besoin de conseils rendus à ce stade-là. Donc, ce qui est intéressant avec ce planif-là, c'est qu'il dit vous n'avez pas besoin de moi là, pour commencer, là. Vous allez vous rendre compte à un moment donné, vous allez être rendu à un stade où votre situation va être plus complexe parce que vous allez avoir plus d'argent, vouloir maximiser fiscalement tous ces comptes-là. Là, je vais pouvoir vous aider. Mais il dit, avant d'être en mesure d'épargner 25 puis de commencer à investir dans vos comptes avantageux fiscalement, donc avant d'être à l'étape 7, vous n'avez pas besoin de moi. Donc ça, je trouve ça vraiment extraordinaire venant d'un planif. Étape 8, eux disent de préparer d'avance les grosses dépenses, là, comme les voyages, les études des enfants. Bien sûr, ici au Québec, je ne suis pas nécessairement d'accord parce que le REER va arriver avant l'étape 8, assurément, donc à l'étape 5 ou 6, là, je ne me rappelle plus. Ils disent de mettre son masque avant de mettre lui des enfants, mais pour moi, dès l'étape 5, là, en effet, on devrait prioriser le RE ici au Canada. On met deux masques en même temps parce qu'on paiera beaucoup moins plus tard pour nos enfants. Donc, je suis d'accord avec les étapes 1, 2, 3, donc jusqu'au fonds d'urgence, mais pour moi, après, on maximise tout de suite le RE avant de maximiser CELI ou REER, par exemple. Ici, ajoute de s'amuser, là, vous pouvez vous permettre des trucs maintenant un peu plus luxueux, prendre votre retraite, partir une nouvelle carrière qui vous passionne, prendre des risques avec l'argent de lousse que vous avez pour vous amuser dans l'immobilier ou peu importe, etc. Donc, il y en a certains comme moi qui ne vont pas nécessairement dépenser, vont peut-être s'amuser à investir différemment. Mais bref, et neuvième étape, ben, rembourser les petites dettes comme votre maison. Si vous êtes plus jeune que 45 ans, à cette étape-là, il dit que vous pouvez continuer à investir. À 45 ans, ben, l'auteur préfère être plutôt debt-free, là, donc de ne plus avoir de dette, donc de rembourser la maison. Mais avant 45 ans, l'argent travaille encore trop bien lorsqu'elle est investie, donc il n'irait pas rembourser une maison avant 45 ans. J'en ai parlé un petit peu, mais le troisième élément de synthèse, c'est ça commence à bouillir. Donc, je trouve ça intéressant, les 9 étapes. Mais l'auteur dit qu'après les étapes 5 et 6, quand on atteint 25 d'épargne puis nos comptes avantageux fiscalement se remplissent ou sont remplis, là, j'ai pris un petit peu trop d'avance dans dans ma synthèse, j'en parlais après. Mais l'auteur dit qu'il ne faut pas lâcher parce on doit atteindre le boiling point, là, le point d'ébullition. Il dit que ça peut être frustrant de vivre différemment des autres. On a le sentiment de sacrifier, mais il dit de sacrifier 20 de son salaire pour une belle vie complète, c'est pas cher à payer. Il dit surtout de rester focus, on peut se décourager en chemin et il compare ça justement au point d'ébullition. Il dit si on accepte que l'eau va bouillir habituellement à 100 degrés, ce serait triste que quelqu'un se décourage à 98 degrés et c'est la même chose pour les finances. Vous allez être un jour à 98 degrés dans vos finances, mais vous ne verrez même pas l'eau bouillir, même si vous êtes si près du but. Si vous abandonnez, vous ne la verrez jamais bouillir, mais vous passerez un jour ce point où l'argent va travailler plus fort que vous. Mais si vous abandonnez avant parce que vous ne voyez pas de résultat, mais vous allez perdre beaucoup d'efforts vains. Donc, faire son actif net aide à voir les petits pas avant d'arriver au point d'ébullition, je trouve personnellement. Donc, pour rendre le chemin plus facile puis rester focus, l'auteur propose des stratégies. A. Automatiser le tout.
B, mettre en évidence votre pourquoi, votre why et les rendements composés, donc l'actif net, justement. Il dit qu'au début, on va vous dire pourquoi tu fais ça, puis dans quelques années, on va plutôt te demander comment tu fais ça. Troisième façon de rester focus, troisième stratégie proposée par l'auteur, c'est apprécier la vie en route puis en gardant le focus, mais il ne faut pas s'enfermer chez soi non plus là, pour épargner 60 de son salaire. Et la dernière stratégie, c'est de vivre des expériences peut-être à plus faible coût. Par exemple, voyager moins cher quand tu es jeune dans des hostels. Quatrième élément de synthèse, le cycle de l'abondance. Donc, je commence avec une citation que je vais tout de suite traduire en français parce que mon anglais ce matin n'est pas extra. J'espère que tout le monde pourrait devenir riche et célèbre et avoir tout ce qu'ils veulent, tout ce à quoi ils ont toujours rêvé. Comme ça, ils sauraient que c'est pas ça la réponse. Donc ça vient de Jim Carrey. Donc, il aimerait ça que tout le monde soit riche et ait tout ce qu'ils veulent pour se rendre compte que c'est pas ça finalement qui rend heureux. Dans le cycle de l'abondance, il présente 5 niveaux de richesse. Le niveau 1, c'est la stabilité. Donc, tu es capable de payer tes factures confortablement. Tu as les étapes 1, 2, 3 qui sont faites. Donc, tu as tes franchises pour les assurances. Tu es capable de maximiser ta cotisation employeur et te rembourser tes dettes à taux d'intérêt élevé. Ton logement représente 25 au moins de tes dépenses mensuelles. Tes dettes, moins de 35 de tes dépenses mensuelles. Tu investis plus chaque mois que ce que te coûte ton auto. Cette auto-là a respecté le 23,8 au maximum. Donc, tu n'investis pas plus que 8 piastres chaque mois dans ton auto. Donc, ça, c'est l'étape 1, la stabilité. Deuxième niveau de richesse, c'est le niveau stratégique. Donc, tu es rendu aux étapes 4, 5, 6. Tu as un fonds d'urgence, tu réussis à dégager 25 d'épargne et tu commences à investir intelligemment dans tes comptes enregistrés. Troisième niveau de richesse, c'est la sécurité. Il dit que tu ne stresses plus rendu là avec des petites dépenses comme le café, des items sportifs, etc. Tu continues de construire ton patrimoine, mais surtout d'identifier tes valeurs et ce qui te rend heureux. Tu passes plus de temps sur ces choses-là qu'à penser à tes finances. Quatrième niveau de richesse, c'est la liberté. Donc, ce que plusieurs aspirent à avoir, c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Donc, on parle de liberté financière. Quand ton argent commence à générer plus que ton travail actif, tu maîtrises maintenant ton temps selon l'auteur et tu peux vivre selon tes propres termes. Et enfin, le cinquième niveau de richesse, c'est l'abondance. À ce niveau-là, l'argent n'est plus un enjeu du tout. Donc, ce qui importe, c'est ce que tu sais quitter, ce que tu valorises, ce qui t'amène du bonheur. Tu te concentres surtout sur ce que tu vas léguer à tes enfants puis à la société pour rendre le monde meilleur. Donc, tu es supposé être généreux et charitable selon l'auteur. Et si tu as atteint ce niveau-là, tu es sûrement exceptionnel dans quelque chose. N'hésite pas à partager ce quelque chose-là. Donc, rendu à l'abondance, on parle de richesse, mais également de générosité. Donc, personnellement, je crois être au niveau de richesse 3, 2 ou 3. Donc, stratégique. Donc, non, 3. Je suis à la sécurité. Donc, mes comptes sont presque pleins. Je ne stresse plus nécessairement avec les petites dépenses, à part que j'ai une anxiété financière. Mais pour vrai, je stresse de moins en moins avec ces dépenses-là. Et je commence plutôt, justement, là, à identifier qu'est-ce qui me rend vraiment heureux, essayer de redonner aux autres et tout ça. Donc, vraiment, je pense que au niveau 3 de richesse, c'est peut-être dans 15 ans, au niveau 4, là, que mon argent va générer plus d'argent que ce que je peux faire en travaillant. Cinquième et dernier élément de synthèse, c'est les leçons de l'auteur. Donc, je vous ai juste synthétisé ici un petit peu toutes les autres choses qui ne concernaient pas nécessairement les autres éléments de synthèse, mais que je trouve intéressants. Donc, le premier, c'est quand on parle d'investissement, le temps passé sur le marché est plus important que d'essayer de timer le marché. Quand ça vient à la famille, le temps passé ensemble est plus important que le temps que tu travailles pour aller chercher de l'argent. Oui, excuse, je reformule. Parce que c'est en anglais, j'essaie de vous traduire mot pour mot. Je l'avais écrit en anglais parce que je trouvais que ça sonnait bien du livre, mais bref, quand ça vient à la famille, le temps passé ensemble est plus important que le temps que tu travailles pour gâter ta famille et leur démontrer ton amour. Donc, bref, prioriser le temps de qualité en famille plutôt que d'acheter des choses à tes enfants ou à ta conjointe pour leur faire plaisir. Il parle des messy middle, là, donc de 30 à 40 ans. Il dit que c'est le chaos puis c'est normal. Assure-toi de ne pas traverser ces années chaotiques-là euh, qui sont merveilleuses, là. Moi, pour vrai, mes 30 ans à date, là, les enfants grandissent, c'est super, mais il dit de pas les traverser sur le cruise control financier, là. Donc, de commencer à juste investir ou au contraire de ne pas investir. Donc, il dit de profiter du chemin malgré les embûches. Toutes les phases de la vie ont leurs cicatrices, leurs embûches, mais aussi leur côté sweet qu'ils appellent, là, donc leur bon côté. Malheureusement, on voit souvent ces bons côtés-là là, quand on regarde en arrière plus tard.
Donc, il faut prendre le temps de se poser, d'être optimiste et d'apprécier ce qu'on a et ce qu'on fait. En écrivant ces mots-là, je dois avouer que j'étais un peu émotif parce que j'ai pris une pause de 2 minutes, justement, quand je lisais ce livre-là. J'étais dans le sud avec ma conjointe puis mes filles. Ce livre-là, je le lisais, je devais être sur la plage, là, ou je sais pas, sur le balcon en train de prendre une bière. Mais bref, tu sais, mon quotidien, il est chaotique en esti, là, tu sais. Avec mes projets, les nombreux sports de mes filles, on a toujours de quoi le soir, mais la vie sociale que je tente de garder en vie. Mais ce soir, tu sais, malgré ma grippe en voyage puis mes yeux qui brûlent, parce que j'ai pris 2 heures pour jouer en vacances à des jeux de société avec mes filles en tentant d'être patient avec ma plus jeune qui se déconcentre aux 24 secondes et ma plus vieille qui s'impatiente de ma plus jeune comme moi. Sur le coup, je me suis dit le chaos. Même si on s'amuse, c'est le chaos, là. Tu sais, tu joues 2 heures de jeux de société, ça crie, ça bouge, c'est pas d'accord, ça chicane et surtout on est fatigué. Mais je sais que quand je vais regarder en arrière, je vais me rappeler de ces moments-là, parce que c'est ça que je me rappelle avec mes parents. Les journées jeux de société quand j'étais jeune. La simplicité. C'est ce que je me rappelle, moi, qu'on bloquait une journée en janvier, là, au retour des vacances de Noël, puis on faisait une compétition, gars contre filles ou parents contre enfants. J'ai une sœur, là, on est quatre. Donc, c'était toujours deux contre deux. On choisissait chacun un jeu de société, puis il y avait une confrontation dans la journée. On accumulait des points, puis l'équipe qui gagnait, ben, avait des privilèges, là. Tu sais, je me rappelle de tout ça avec mes parents. Donc, je sais que je vais me rappeler de ça avec mes filles, puis j'espère qu'elles vont se rappeler de ces moments-là qu'on prend pour jouer à des jeux de société ou faire d'autres activités. Donc, en gros, c'est la simplicité. Donc, après avoir lu ce bout-là dans le livre, je suis allé donner un bisou dans le lit à mes filles et je recommence à prendre des notes après. J'ai recommencé à prendre des notes après là, sur le livre. Donc, que c'est beau, la lecture. On se répète souvent des choses qui reviennent des fois au même, mais on progresse toujours dans ces choses-là. Et ces rappels-là sont importants. Tu sais, c'est pas la première fois que je lis qu'il faut se poser, prendre le temps de la regarder en arrière et tout. Puis je vais sûrement encore dans un an lire de quoi de même. Je vais me dire, hey, c'est vrai, j'ai pas pris assez le temps de me poser cette année. Donc, Donc, c'est pour ça que ces rappels-là sont importants. On tombe rapidement sur le cruise control, puis la vie passe, puis elle passe vite. Puis je suis pas mieux que vous dans ça. J'oublie souvent de me poser. Mais j'espère que ce bout-là va vous permettre de vous prendre un petit 5 minutes, d'apprécier ce que vous avez d'un point de vue optimiste, puis de donner un petit bisou à vos enfants ou aux gens que vous aimez. Je donne pas de bisous à mes chums, mais bref, je vous aime les chums quand même. Euh, il dit également dans le livre que la discipline financière est récompensée. Il dit également qu'une grosse pelle, ça aide. Même si les 6 premières étapes sont accessibles à plusieurs, c'est sûr qu'avoir un plus gros salaire va beaucoup t'aider à traverser ces étapes-là un peu plus rapidement. Il dit que l'optimiste travaillant gagne toujours à long terme, que planifier est essentiel. Si tu planifies rien, tu fais juste rêver. Être reconnaissant, tout passe vite. D'être généreux. Il dit qu'il y a de quoi de puissant à être généreux et à donner aux autres, et ça dans toutes les étapes là, du fou, pendant les 9 étapes qu'il a proposées. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne des actions à des organismes de charité. Il dit que c'est win-win parce qu'il ne paie pas d'impôt sur le gain en capital et il reçoit en plus un retour d'impôt quand même ou un crédit là, d'impôt, là, peu importe. Et l'organisme reçoit 100% de la valeur des actions. Et je pense que c'est pareil au Canada, là. On peut donner des actions et on profite quand même du retour d'impôt pour la valeur des actions, mais on ne paie pas le gain en capital. Donc, tu peux peut-être même aller chercher un plus grand avantage que si tu faisais juste un don en argent. Donc, je pense que c'est la même chose. Si ce n'est pas le cas, écrivez-moi. Sinon, tant mieux. Lui-même, là, je l'ai dit, il est planificateur financier assez accompli, là. Il investit 90% de son argent dans des FNB indiciels. Le reste, c'est quelques actions plus des fonds actifs gérés par d'autres planificateurs. Il dit qu'il y a trop d'émotions impliquées pour aller ailleurs que des FNB, selon lui. Il y a des belles réflexions philosophiques, là, notamment sur le fait d'être généreux et d'apprécier la route, pas juste la destination. Honnêtement, là, on est en conclusion, là, ceux qui ont, qui ont marqué, là, j'ai oublié de le dire, mais j'aime vraiment ces 9 étapes, là. Tu sais, sont claires pour savoir quoi faire avec le prochain dollar qu'on réussit à dégager, là. Est-ce que je le mets sur une dette, sa maison, dans le CELI? Même si je ne suis pas d'accord avec l'étape 8 là, pour les études des enfants, je dois reconnaître le fait qu'il s'est mouillé, là. Il s'est mouillé avec des étapes claires et des règles précises comme le 25% maximum pour le logement ou la règle du 23,8 pour la voiture. C'est sûr, c'est un livre qui n'est pas nécessairement incontournable, mais il y a des histoires personnelles dans le livre qui permettent d'illustrer chacune des étapes pour rendre le tout très intéressant. Il est trop long pour moi, là.
sais, la synthèse était déjà trop longue pour noter toutes les histoires, donc je suis juste allé avec les mots-clés de chaque étape. Faudrait que je réécrive, faudrait que je prenne peut-être des photos là, de ces histoires-là dans les livres, parce que des fois, les histoires faisaient 3 pages, là. Je peux pas me rappeler de tout ça, puis je peux pas non plus la réécrire au complet, ça aurait pas de sens, ça me prendrait 2 jours juste faire la synthèse. Donc peut-être des photos, anyway, pas ça l'important. C'est vraiment une belle lecture. Je suis pas sûr que je le recommande fortement parce que c'est très américain dans les étapes quand même. J'essaie de vous traduire du mieux possible ce que je peux faire aujourd'hui. C'est difficile des fois de faire le parallèle avec les comptes canadiens si tu n'écoutes pas 10 podcasts anglophones US par semaine ou que tu lis pas de livres US. Mais c'est quand même un livre intéressant, notamment pour les 9 étapes à respecter. Le key point, qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Donnez généreusement à chaque étape de votre parcours financier. Je vous parle de ma situation bientôt, puis de celle avec mes filles, qu'est-ce qu'on a commencé à faire, notamment d'un point de vue générosité. Et vous savez que le podcast que j'ai décidé depuis mi-2025 à peu près, de donner 50% des profits à des organismes de charité. Cette année, j'ai déjà donné à 4 organismes, mais je vais vous faire le suivi, là, comme d'habitude, au bilan annuel à la fin de l'année. La semaine prochaine, je fais un épisode contradictoire, donc on part d'un épisode de Rational Reminder, puis on va discuter en fait des plus importantes leçons en investissement. Et ce jeudi, 4 actions qui sont présentées avec des codes de couleur pour la valeur du prix. Est-ce qu'ils sont surévalués ou sous-évalués? On parle de AEM, HLNE, NTES et USLM. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.